Bonjour Gérard Carrérou. Bonjour Sonia. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes une grande voix historique d'Europe 1, fin connaisseur et spécialiste des États-Unis, pays dans lequel, Gérard Carrérou, vous avez d'ailleurs des attaches familiales. Et je précise que vous y allez depuis 60 ans, au moins une fois par an. Oui, mais quand j'y vais, j'y reste 2 mois. Exactement. Dans quelques heures, Gérard Carrérou, donc, vous connaissez, si je puis dire, le pays profond, comme on dit. Dans quelques heures, Donald Trump va prêter serment sous la rotonde du Congrès, cœur battant de la démocratie américaine. Le 47e président des États-Unis a déjà fait savoir hier, lors de son rassemblement de la victoire, qu'il ne perdra pas une minute de son mandat. Et c'est avec l'accord entre Israël et le Hamas qu'on le voit. Gérard Carrérou, on a vu hier la libération de 3 otages israéliennes contre 90 prisonniers palestiniens. Est-ce que selon vous, l'artisan, comme on l'entend et on le dit, c'est en grande partie Donald Trump? Je crois que c'est incontestable. Cela dit, je ne me prononce pas sur le fond de l'accord parce que, comme à beaucoup de gens, il me laisse à la fois un peu de joie de voir quelques otages libérés et un peu d'inquiétude sur ce qui peut arriver. Mais en tout cas, sur la façon dont ça s'est fait, il est indéniable que la pression de Trump avec ses mentors interposés, ceux qui sont allés voir effectivement et le président, enfin et le premier ministre israélien et un certain nombre de personnalités, ils ont fait plus en 48 heures que l'administration Biden, qui a essayé de faire des choses, mais qui en 15 mois n'avait pas obtenu grand-chose. Trump faiseur d'accord, faiseur même de paix. Gérard Carrérou, comment compte-t-il faire pour arracher des deals, comme il le dit? Vous parlez souvent de la politique du gros bâton. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? La politique du gros bâton, c'est un président des États-Unis du début du XXe siècle qui, chaque fois, a utilisé la force. Dans un premier temps, quand il n'arrivait pas à sortir d'un problème, il y allait très fort. Elle a dit, c'est le big stick, le gros bâton. Et après, une fois... Et ça, c'est la technique de Trump. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y va très fort, très loin, et il dit, comme quand il dit, attention, hein, si j'ai pas d'accord le vin, je fous le... Il n'a pas dit mais je mets le feu au Proche-Orient. Bon, il n'aurait pas mis le feu au Proche-Orient, il n'aurait pas envoyé la bombe atomique, mais c'est sa méthode. Après quoi, les gens ont peur en disant « Oh là là, il est capable, peut-être qu'il peut faire ça », et du coup, il cède un peu de terrain, et lui, il reprend à ce moment-là la bombe. C'est ça la technique de Trump. Toujours y aller, et c'est ce qu'il va faire sur l'immigration. Il va envoyer demain, je crois d'ailleurs, dès demain, il va envoyer des brigades à Chicago qui vont arrêter les gens, et ça, aussitôt, on va voir partout les mêmes qui nous disaient que Trump ne serait jamais élu, etc., nous diront c'est pas possible, il a transformé les États-Unis en un pays dictatorial où on va chercher les gens dans les rues. Bon, c'est ce qu'il attend, il en est conscient. Et d'ailleurs, c'est dans ce domaine, celui de la lutte contre l'immigration illégale, que vous pensez, Gérard Carrérou, qu'il obtiendra rapidement, concrètement des résultats à mettre en avant? Oui, d'abord, c'est pas par hasard, parce que c'est un des sujets. Vous savez, quand on en avait parlé ici, l'élection, elle s'est faite sur plusieurs thèmes. Il y avait l'inflation galopante aux États-Unis, qui a frappé les couches populaires. Et puis, il y a l'immigration. L'arrivée sous Biden de 7,5 millions, c'est 7,5 millions d'immigrants sans papier. Ça fait quelque chose dans un pays. C'est un peu la comparaison de M. Bayrou. Vous avez une famille qui est dans une ville, dans un village, ça va, oui. Et puis vous en avez 30 d'un coup, ça va plus. C'est un peu ce qui se passe en Amérique. Même les gens les mieux... Ceux qui acceptaient, l'Amérique, c'est le pays de l'immigration, donc qui acceptaient l'idée de voir des gens d'autres pays, d'autres couleurs. Quand il y en a trop, à un moment donné, ça va plus. Et c'est à ce moment, ça ne va plus. Il a compris et il fonce là-dedans. Et il a compris aussi la situation économique, même si elle est plutôt, en tous les cas, d'un point de vue macroéconomique, très favorable. Gérard Carrérou, rappelons que les États-Unis connaissent le plein emploi, une croissance qui frôle les 3%, mais des prix qui explosent. C'est un pays très riche, mais où une famille de la middle class réfléchit à 2 fois avant d'acheter de la viande. Pourquoi cette middle class est sa priorité? Mais vous savez, c'est sa priorité parce que c'est ce qui a déclenché l'attrait pour lui d'une partie des Américains. Dans le premier mandat, la première chose qu'il a réussi, c'est de s'adresser à l'immense classe moyenne américaine, la classe moyenne qui avait le sentiment peu à peu de dégringoler, de la dépossession. Elle avait l'impression qu'elle perdait son pied. Et il l'a conquise dès le premier mandat. Mais
il y a eu, dès ce moment-là, il a eu contre lui tout l'establishment, le pays profond, l'administration profonde, les démocrates, etc. Il n'a pas pu mettre à bien ça. Mais il a gardé, ce qui est formidable, on est quand même 10 ans après, il a gardé cet attrait et cette attirance pour cette classe, cette immense classe moyenne américaine. Et bien évidemment, il va s'occuper d'elle, parce que quand on est président des États-Unis, il faut s'occuper des problèmes des gens. Donc, immigration, niveau de vie. Alors pour le niveau de vie, c'est plus dur, comme vous l'avez dit très justement, mais en même temps, la situation qui est plutôt bonne sur le plan économique, par rapport à la zone euro, quand la situation est bonne, on peut peut-être faire des choses un petit peu plus difficiles que si on part avec une situation désastreuse. Avec une différence, Gérard Carreiro, c'est ce que vous dites avec sa précédente présidence, c'est que cette fois, il est prêt, ou en tous les cas, il est entouré différemment, c'est-à-dire mieux. Oui, parce que il avait été pris un peu de court, finalement. Il n'était pas assez préparé, c'est vrai. Et quand il a fallu nommer, vous savez, le système américain, le spoil system, on vire des milliers de responsables, et puis mais quand on les a sous la main, c'est très bien. Mais quand on les a pas, eh ben on fait avec ce qu'on a. Et quand on regarde sa première présidence, il a nommé des généraux, puis après il l'en a viré parce qu'ils n'étaient pas fidèles, parce qu'ils n'étaient pas loyaux. Et tout. Le résultat, ça a donné l'impression qu'il y avait un immense chaos à la tête de la Maison-Blanche. Là, il a compris qu'il fallait pas faire ça. Il a fait quelque chose de différent. Il a une équipe restreinte, mais avec des gens. Alors, on peut les prendre un par un et dire que ce que c'est que ce type-là, aucune expérience. On va le dire, on le dit déjà. Pourquoi celui-là, il a aucune expérience des services secrets? Pourquoi l'a-t-il nommé? La première qualité qu'il demande aux gens autour de lui, c'est la loyauté. Loyauté, fidélité. Et il sait que ce noyau dur qu'il met en place dans les ministères stratégiques, il y en a une dizaine, ceux-là lui seront loyaux jusqu'au bout, quoi. On entend votre analyse et votre expérience sur CNews et Europe 1 ce matin, Gérard Carreiro. Il y a aussi, justement, il est entouré pour s'attaquer à ce qu'on appelle l'État profond avec Elon Musk. Alors, ils ont promis, Trump et Musk, d'assécher, je cite, le marécage de l'administration centrale avec des licenciements massifs, des déménagements forcés loin de la capitale et des dizaines de milliers de nominations politiques. Mais dites-nous là, c'est une révolution qui ne dit pas son nom. Alors ça, c'est une révolution. Depuis, je parlais tout à l'heure de la longévité de mon expérience américaine, mais j'ai toujours entendu critiquer Washington et la bureaucratie. Tous les gens, dès que vous parliez un peu au cours d'un déjeuner, d'un dîner, ils vous disaient « Oh là là, la bureaucratie de Washington ». Mais tout le monde continuait avec la même bureaucratie de Washington. Là, on a quelqu'un qui nous dit avec Musk, je vais réduire de manière drastique. Alors pour l'instant, c'est pas gagné, hein. On verra. Il faut peut-être là attendre quand même quelques semaines ou quelques mois, plutôt quelques mois. Mais s'il y arrive, c'est formidable parce que ces gens, si vous voulez, on peut le dire dans d'autres pays. Je pense au nôtre parfois, mais il y a des gens qui s'imaginent que l'État leur appartient. Des hauts fonctionnaires qui sont là depuis tellement longtemps. Les ministres passent et les fonctionnaires restent. Oui. Du coup, il y a effectivement cet État profond qui parfois prend les décisions alors que Trump dit « Moi, je suis le représentant du peuple ». Et le peuple, ça existe. On avait l'impression, et d'ailleurs, je ne sais pas si ça va être un mouvement planétaire, mais on a quand même l'impression qu'il y a une sorte de, je dirais pas le mot insurrection, il serait trop fort, mais un soulèvement populaire, si vous voulez, pour dire, attendez, et nous, l'Américain moyen se dit, et c'est pour ça qu'il est trumpiste, enfin, qu'il est trumpiste dans sa large majorité. Donc le citoyen américain, qui est aussi immigré ou d'origine immigrée et trumpiste, c'est quand même un changement que n'ont pas voulu voir, n'ont pas vu beaucoup de gens. C'était vraiment le changement radical, parce que il était clair, on disait, moi je me souviens dans les années Kennedy ou post-Kennedy, on disait, la classe, les Noirs, tous les Noirs, comme un seul homme, votent pour les démocrates, tous les Hispanos, tous les Latinos votent pour les démocrates, tous les ouvriers, les syndicats votent pour les démocrates. Il y avait la base des démocrates, c'était ça. Aujourd'hui, cette base-là, elle n'existe plus, en tout cas pour les démocrates, puisqu'une bonne partie, je ne dis pas toute cette base, mais une partie des Noirs ont voté pour Trump, à peu près un tiers, une partie les Latinos encore un peu plus, et ces gens, et alors aussi, dernier facteur qu'on n'a pas cité, les jeunes. Les jeunes, on a un peu l'impression, Trump, oui, c'est un électorat qui regarde la nostalgie de l'Amérique d'avant, c'est des vieux. Pas du tout. Il a un attrait formidable sur la jeunesse, et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous amène à TikTok, parce que s'il est en train d'essayer d'éviter la prise de contrôle de TikTok, c'est
parce qu'il sait que TikTok, c'est des dizaines de millions de jeunes Alors, Américains. Tout cela, Gérard Carrero désarçonne l'Europe, et en particulier une certaine gauche, la gauche morale. L'Europe se demande comment appréhender la tornade Trump entre crainte et menaces distillées. Est-ce que vous croyez vraiment au sursaut de l'Europe de la défense, parce que ce ne sont que des mots, alors qu'un réarmement est nécessaire? En tant qu'Européen, je souhaite qu'effectivement nos pays européens se défendent le mieux possible face aux menaces de tous ordres. Mais j'y crois pas. J'y crois plus. J'ai été Européen moi-même. J'y crois plus aujourd'hui. L'Europe de la défense, je n'y crois plus. Et le seul moyen de faire la défense, ça sera sans doute en continuant. J'espère que Trump n'ira pas dans l'erreur de s'attaquer à l'OTAN, mais je crois pas. En fait, il a fait des déclarations un peu dures. Il va vouloir qu'on paye. Nous, les Européens, qu'on paye tous un peu plus, tous les États... Il va dire « I want my money back ». Voilà. Mais à part ça, je pense qu'il continuera avec l'OTAN. L'OTAN, il n'y a aucune raison qu'il la quitte, si vous voulez. En tous les cas, la défiance face à Trump et Musk est importante. Vous avez vu que de nombreux responsables politiques, Gérard Carrero quitte X ou menace de quitter le réseau social. Que pensez-vous de ce mouvement de migration progressiste, de résistance face à Elon Musk? Ça, alors, pour le coup, ça me fait plutôt ricaner ou rigoler. Parce que il y en a autant qui font ça que de gens qui disaient, vous savez, si Trump est élu, moi je quitte l'Amérique. Oui. Vous avez entendu parler de beaucoup d'Américains qui sont en train de... Bon, bien évidemment, c'était du baratin, et je pense que c'est un peu la même chose dans ce domaine. Je ne pense pas qu'on ait des mouvements... alors il y aura des... Et c'est très bien ainsi, il y aura peu à peu une opposition qui se créera à Trump, des gens qui se rebelleront contre certaines décisions. Tout ça, c'est le jeu d'une démocratie, et ça sera à lui de montrer qu'il est capable de, comme il l'a dit hier soir dans son meeting, de rebâtir une Amérique meilleure. Ça, mais c'est incroyable, parce que dans ce mouvement de construction, de reconstruction, ses adversaires d'hier sont aujourd'hui ses amis, c'est un grand mot en tous les cas, ses partenaires. Alors parmi ses adversaires d'hier, il y a Mark Zuckerberg ou encore Jeff Bezos. Il y a évidemment Robert Kennedy Jr. Comment vous expliquez un tel revirement, Gérard Carrero? Alors ce qu'on appelle la Silicon Valley, tous les GAFA, toutes ces grandes entreprises technologiques, informatiques, dont beaucoup étaient basées, même si elles ont tendance à se délocaliser actuellement pour certaines, mais elles étaient toutes en Californie. C'était l'État des gens et ils étaient tous anti-Trump. Ils étaient tous, le premier mandat, tous anti-Trump. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il a été élu, il y a un basculement. Alors c'est vrai que les positions de Bezos, de Zuckerberg, ça change un peu, mais ça a créé un mouvement. Et du coup, ce que je décrivais tout à l'heure comme ce qui était la base de Trump, c'est-à-dire les classes anciennement démocrates qui ont basculé, la classe moyenne américaine, se sont trouvées flanquées de ce qui fait la force de l'Amérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire ces entreprises technologiques. Musk est l'archétype de ça. Quand on voit Musk et les hautes technologies, Musk et la conquête de l'espace, etc., on se dit, au fond, il manquait simplement ça à Trump. L'Amérique traditionnelle, il l'a, complétée par l'Amérique de demain. Et il est en train de l'avoir. Qu'est-ce que ça peut donner, cette alliance, l'Amérique traditionnelle et celle de demain, de l'espace, de toutes ces technologies? Ça peut donner peut-être, mais là pour le coup je spécule et je m'avance en spéculation, je pense que ça peut donner effectivement une résurgence d'une Amérique forte. Parce que bien qu'elle ait encore beaucoup elle s'était quand même un petit peu affaiblie, et là je pense que ça peut donner une Amérique plus forte. Make America oui, allez-y. Great again. Oui. Et qui peut inspirer, selon vous, l'Europe ou la France? Alors, si certains Européens l'entendent, ils pousseraient des cris d'orfraie, mais tout à l'heure, il y aura des personnalités politiques françaises. Alors, d'un certain bord, il y a Marion Maréchal, Éric Zemmour ou Sarah Knafo. Que signifient pour vous ces présences? Est-ce qu'elles viennent prendre un petit peu, je ne sais pas moi, un peu d'idéologie chez Trump? Quand quelqu'un réussit, quand il a gagné, après qu'on ait tous... que beaucoup de gens aient dit qu'il allait perdre, on se dit, quand même, c'est intéressant, le phénomène est intéressant à étudier. Bon, il y a de ça, mais il y a aussi un petit peu, faut le dire, une connivence idéologique. Je veux dire, c'est pas par hasard si toutes les droites, ou droites fortes, ou droites extrêmes, Meloni est se retrouveront, et que tout ce qui est, au contraire, sociodémocrate ou gauche, etc., sont pointés comme absents. Moi, je pense, par exemple, que le président Macron aurait dû, ne serait-ce que pour rendre Notre-Dame,
Trump avait fait l'effort de venir, était venu à Notre-Dame. Je pense que, alors on nous explique maintenant que c'est pas la mode que les présidents aillent soutenir. Bon, mais au fond, je demande pas au président français de soutenir. Mais si vous voulez, il faut quand même garder à l'esprit que quoi qu'on dise, les Américains, c'est pas la France, et ce qui peut marcher en Amérique ne marche pas. Forcément, il y a des choses qui marchent. On a compris. Donc, il ne faut pas chercher un Trump français. C'est-à-dire que pour l'instant, d'abord, je ne le vois pas. Et il ne faut pas trop le chercher. Il faut peut-être chercher quelque chose qui soit plus hexagonal, parce que pour l'instant, je ne vois pas. Enfin... Ce qui est très particulier, on va conclure sur ce point, Gérard Carreyrou, je voudrais le rappeler, c'est qu'au moment où vraiment tout le monde, quasiment tout le monde enterrait politiquement Donald Trump, j'ai revu des vidéos qui datent de plusieurs mois, même de plusieurs années, vous avez été quasiment l'un des seuls, avec d'autres certains. Non, on était peut-être en France voilà. deux douzaines. Deux douzaines. Vous n'avez cessé de croire l'inverse, et je précise ici, vous n'avez pas cessé de le croire parce qu'il y a un soutien, mais par une analyse lucide qui est la vôtre depuis quelque temps. Pourquoi ? Comment vous avez un petit peu comme ça pensé qu'il aurait pu renaître de ses cendres ? J'ai pensé ça quand j'ai vu... Je m'attendais, après sa défaite, parce qu'il a été battu quand même par Biden... Après sa défaite, je me suis dit, le trumpisme, comme d'autres mouvements, va peu à peu se dissoudre. L'Amérique est comme ça. En général, quand quelqu'un est battu, il disparaît et sa clientèle se reporte ailleurs. Ce qui m'a frappé l'été dernier, en allant donc aux États-Unis à nouveau, c'est de voir que tous ceux que j'avais connus ayant un peu une sympathie trumpiste étaient restés fidèle et plus que fidèle à Trump. Je me suis dit, il a réussi à tenir sa base, alors qu'on le menaçait à ce moment-là d'aller passer sa vie en prison, etc. Et malgré ça, le peuple, ce peuple que j'écrivais tout à l'heure, l'a soutenu. Et je me suis dit, ça veut dire qu'il exprime quelque chose de plus fort qu'un engouement de quelques mois, quoi. Et c'est ce qui montrera sans doute tout à l'heure avec l'investiture. L'histoire reste à écrire. C'est Monte Cristo, hein. Oui, c'est Monte Cristo. On a revu le comte de Monte Cristo. Edmond Dantès. Merci Gérard Carreyrou. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous dis à très bientôt. Merci évidemment, beaucoup. Une voix historique d'Europe 1, donc c'est beaucoup de souvenirs. Merci encore. On en a beaucoup. Merci. Bonne journée à vous.